Bonjour à toutes et à tous. J'ai le plaisir de vous présenter la visite virtuelle de la Cité internationale universitaire de Paris à l'occasion de son lancement officiel dans le cadre des Journées nationales de l'architecture et surtout dans le cadre du centenaire de la Cité internationale qui célèbre cette année ses 100 ans. Cette visite immersive couvrant 34 hectares et retraçant l'histoire de ce patrimoine unique à travers l'histoire de ces 47 maisons constitue un bel hommage, une promenade à travers le temps et l'espace pour mieux sentir l'esprit qui l'anime depuis maintenant un siècle. Je me présente, Pascale Dejean, responsable de la valorisation du patrimoine à la direction du patrimoine, qui a piloté ce projet depuis 4 ans en lien avec la société VR Interactive. Notre petite équipe de 3 personnes a été mobilisée sur les aspects de rédaction du cahier des charges, de pilotage, d'organisation, d'inventaire patrimonial, de rédaction des contenus éditoriaux, de préparation des vidéos avec les résidents, avec une présence soutenue sur le terrain, notamment lors des shootings et des tournages. L'initiative de ce projet est apparue dans le contexte de la pandémie du Covid-19, à un moment où les déplacements étaient restreints et l'accès aux lieux patrimoniaux suspendu. Elle devait répondre à un objectif précis, celui de maintenir un lien entre la Cité internationale et le public dans toutes circonstances et permettre à tous les publics, qu'ils soient éloignés ou empêchés, de visiter notre site unique au monde. Ce qui rend la Cité internationale si singulière, c'est sa nature hybride, à la fois architecturale, culturelle, historique et humaine. Elle est à la fois un laboratoire d'architecture et un lieu d'expérimentation du vivre ensemble à l'échelle planétaire. Elle est en même temps un lieu de vie, d'histoire et un foyer de création. Nous avons souhaité refléter cette dimension multiforme à travers la visite virtuelle. C'est l'une des raisons pour lesquelles vous trouverez de nombreuses notices historiques et patrimoniales, notamment celles qui ont trait aux maisons, avec un lien qui renvoie sur leur site internet pour en savoir davantage sur leur histoire. Par ailleurs, en rendant accessible l'ensemble des maisons et leur espace partagé, vous pourrez découvrir le patrimoine à votre rythme, choisir votre angle d'intérêt, pourquoi pas vous focaliser sur une typologie d'œuvres artistiques, par exemple les peintures murales dans les salons ou les bas-reliefs en façade. Et le niveau de détail du zoom vous permet d'en saisir vraiment tous les détails. Nous avons ajouté des musiques d'ambiance lors des déambulations intérieures des maisons afin de renforcer l'immersion et de vous plonger dans l'univers culturel propre à chaque maison. Dans le cadre de cette visite virtuelle, nous avons également choisi de proposer une immersion au plus près du quotidien des résidents, en ouvrant exceptionnellement les portes de leur espace privé. Leurs chambres sont montrées telles qu'elles sont réellement habitées, sans mise en scène, avec leurs objets du quotidien et leur aménagement personnel. Alors, ce choix témoigne de notre volonté de mettre en lumière de manière dont chaque résident s'approprie son espace de vie, un espace souvent modeste mais profondément investi, transformé en un univers intime chargé de souvenirs, de routines et de repères familiers. Les effets personnels, photographies, livres, vêtements, décorations, petits objets utilitaires ou symboliques racontent des histoires singulières, des parcours de vie, des identités multiples. Enfin, des vidéos des résidents ont été tournées dans leur langue maternelle afin de rendre compte de la dimension multiculturelle de la Cité internationale et surtout dire à quel point leur récit de vie façonne cette cité-monde. Voilà, j'en ai terminé avec cette rapide ouverture. Je voudrais vous dire de poser vos questions sur le chat. Nous y répondrons en fin de visite. Et j'invite Laurent à se présenter. Laurent est le directeur de VR Interactive avec lequel nous avons travaillé durant ces 4 années.
Et oui, merci Pascal. Bonjour à toutes et à tous. Effectivement, je suis Laurent Lacroix. Je dirige la société Vert Interactive. Nous sommes basés en Nouvelle-Aquitaine, plus précisément sur le bassin d'Arcachon. Et effectivement, c'est aujourd'hui une vraie joie et une vraie émotion de vous retrouver pour vous présenter le fruit de ces 4 années de travail que nous avons réalisé avec mon équipe. Nous avons eu la chance de travailler pendant 4 ans à la réalisation de la visite virtuelle de la Cité internationale universitaire de Paris. C'est un projet qui nous rend fiers, qui nous a donné beaucoup de joie et on est heureux aujourd'hui de vous le partager. C'est vraiment un projet qui est très ambitieux puisque, comme le disait Pascal, on est là sur 34 hectares. Il y a 47 maisons à couvrir. Donc, on a réalisé pas moins de 10 000 photos pour y parvenir et il a bien fallu 4 années pour accomplir tout ce travail. Alors, moi, je vous propose de sans plus attendre, bien commencer la visite virtuelle et d'atterrir directement sur le boulevard Jourdan, au sud de Paris, devant l'entrée de la CTU, de la CIUP. Alors, comme dans toute visite virtuelle, donc c'est un assemblage de photographies. Je vous disais qu'on a réalisé énormément de photos. Chaque photo est constituée de 24 photos, on va dire normales, qui sont assemblées les unes aux autres et qui nous permettent de regarder dans toutes les directions, puisque c'est ce qu'on appelle des photos à 360 degrés. Alors, en rentrant, grâce à cette icône de flèche, on se retrouve face à la Maison internationale, c'est ça, Pascal, hein? Oui, tout à fait. On est devant le foyer des résidents, la maison principale. Voilà, celle qui permet à tous d'y pratiquer de nombreux événements, de se réunir, d'aller à la piscine, au théâtre, au restaurant. Et voilà, c'est l'entrée magistrale. Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai que dans cette maison, j'ai découvert qu'il y avait une piscine, il y avait des terrains de sport, des salles, etc. C'est assez incroyable tout ce qu'on y découvre. J'avais juste ici un petit sorte peut-être de petit hommage à rendre à André Honorat, qui est le créateur de la visite de la Cité internationale. Et au travers de cette visite virtuelle, effectivement, marquer voilà, les 100 ans de la CTU. Et vous nous emmenez où, Laurent? Eh bien, je vais vous emmener, Pascal, devant la Maison du Mexique, qui n'est pas très loin d'ici. Allons-y. Voilà, la Maison du Mexique qui a été créée, je crois, en 1953. C'est une maison qui m'a beaucoup marqué, moi, parce qu'en fait, on a, dès l'extérieur, en fait, on a une fresque monumentale d'inspiration maya sur la façade latérale, ici. Vous allez peut-être pouvoir nous en dire 2 mots, Pascal? Oui, effectivement, c'est un décor qui est assez monumental, de 3 mètres, qui a été réalisé par Agustín Villara. Et c'est une reproduction des fresques de Bonampak. C'est un ancien site maya dans l'état de Chiapas qui a été découvert en 1946. Voilà, qui est un décor qui nous accueille à l'entrée de la Maison du Mexique. Voilà, tout à fait. Là, c'est pas tout à fait à l'entrée, c'est sur le côté droit, je crois, de la maison. Qui n'est pas l'entrée magistrale, mais l'entrée quotidienne de la maison. Effectivement. Mais on a une porte qui peut nous permettre de rentrer dans le Mexique et on va tout de suite se plonger dans l'ambiance, puisqu'on a une musique d'ambiance qui nous accueille. Je ne sais pas si vous l'entendez très bien. Peut-être pas. Alors, on va couper la musique. Et on se retrouve dans le hall de la Maison du Mexique. Est-ce que vous pouvez zoomer un peu, Laurent? Oui. Parce que c'est un des rares salons qui fait à la fois office d'accueil et d'exposition de mobilier. Et on y voit là une bibliothèque dessinée par Charlotte Perriand et réalisée par les ateliers Jean Prouvé en 1952. Voilà, c'est une bibliothèque qui était destinée à l'origine à meubler les chambres des étudiants dans toute la Maison du Mexique. Voilà. Effectivement. Et puis on voit de
de cette entrée, on voit cette magnifique pierre là. C'est la pierre du soleil, non? C'est ça? Oui, on peut aller dans le Qui se trouve dans jardin. le jardin, ouais. Voilà, Alors, c'est une réplique de la pierre du soleil, effectivement, et qui mesure 3,60 m de diamètre, impressionnante. Et c'est une réplique que la maison a acquise en 2006. La pierre originale, qui date de 1479, a été découverte sur la place centrale de Mexico en 1790. Et elle est souvent identifiée comme un calendrier aztèque. ok, très bien. Alors, j'en profite pour montrer une des fonctionnalités de cette visite virtuelle. Vous avez disposé à beaucoup d'endroits, je crois qu'il y a 300, quelque chose comme ça, Pascal, hein, 300. Alors, c'est vrai que je peux en dire un mot. Au départ, on était parti avec une centaine de photos. On est arrivé au final avec 300 photos d'œuvres artistiques. Alors, pour deux raisons, parce qu'il y en avait qu'on n'avait tout simplement pas identifiées. Ça nous a permis de faire un inventaire beaucoup plus précis des œuvres artistiques, puisque dans des maisons, on avait quelques pépites qui étaient souvent un peu plus discrètes, on va dire. Et puis, on avait aussi des œuvres qui étaient exposées durant la visite de manière temporaire. Donc, on les a aussi identifiées. On en verra une, notamment un peu plus tard, dans la maison du Brésil. Donc, on a triplé le nombre de poids artistiques que vous voyez dans la visite virtuelle. Voilà, alors ces points artistiques, ils sont effectivement symbolisés par cette icône en forme d'œil. Et lorsque l'on clique dessus, on va se rapprocher de l'œuvre. Alors, je pense que celle-ci, vous l'aviez identifiée, hein. Elle fait partie des 100 premières. Oui, oui, bien Vous ne l'avez sûr. pas découverte, hein. Voilà. Non, non, tout à fait. On a à chaque fois une explication de ce qu'on est en train de regarder en langue française. Alors, c'est intéressant, tiens, on va juste faire la démonstration, puisque l'ensemble de la visite virtuelle a été traduite en anglais. Alors, pour nos amis de langue anglaise, on a évidemment la possibilité de retrouver l'intégralité de la visite et des informations en langue anglaise, que ce soit les vidéos, que ce soit les textes qui jalonnent le parcours de visite. Où est-ce que vous voulez qu'on aille, Pascal, dans cette maison? On peut aller pas très loin. Je propose qu'on aille à la maison du Japon. On quitte le Mexique et on se retrouve au Japon. Ça me va. Ou alors, on peut peut-être faire un tour dans la bibliothèque, qui est l'une des principales bibliothèques, Ouais. puisque dans la maison, on a surtout ce qu'on appelle bibliothèque, mais souvent des salles de lecture, alors que là, c'est une vraie bibliothèque qui fonctionne avec une bibliothécaire et un fonds important, voilà. Mm-hmm. Les bibliothèques sont des... Je crois que dans chaque maison, il y a des bibliothèques, hein. Ça, c'est quelque chose qui m'a... Voilà, souvent absolument... des salles de lecture plutôt, mais en tout cas, les résidents peuvent avoir un lieu pour travailler un peu plus intime, préservé, tranquille. Très bien. Alors, écoutez, maintenant, on va partir sur un autre continent et on va changer totalement de lieu. Enfin, de lieu, non, puisqu'on va rester dans la cité 1, mais on va partir devant la maison du Japon. C'est une maison, moi, que j'ai adorée parce que c'est une esthétique. Alors, j'ai jamais été au Japon encore, malheureusement, mais j'étais quand même baigné dans une espèce de culture japonaise au travers, je ne sais pas, des mangas ou des films d'animation des studios Ghibli. Et on retrouvait, je trouve, dans cette maison toute cette architecture japonaise. Alors, à l'intérieur également, il y a des trésors un peu méconnus, hein, je crois, de la cité U. On va vous montrer peut-être des photos de la construction, des photos d'époque. Alors, il est important de dire ici que l'ensemble des maisons possèdent une icône qui est celle-ci, que vous retrouverez partout, et qui permet de concentrer sur un seul point les points clés de chaque maison, hein. Donc, on reprend effectivement l'historique de la maison, par quel a été l'architecte, en quelle année elle a été créée, le nombre de logements.
un texte d'introduction à la maison. Il y a eu un énorme travail de votre part, Pascal, sur la partie photo d'archives en tout cas, puisque chacune des maisons contient un certain nombre de photos d'archives, hein, donc d'époque. On a tout à fait. le Avec fameux de la maison, la chambre historique. voilà. Qu'on pourra aller visiter telle qu'elle est aujourd'hui, à la pose de la première pierre en 1927. Avec Fujita, donc le peintre. On peut remonter un petit peu, Laurent? Ouais. Donc on voit Fujita en train de sceller la première pierre de la maison. Voilà. Le peintre qui nous a laissé ces 2 chefs-d'œuvre qu'on va aller voir à l'intérieur. Ouais. Et puis Satsuma. Et puis pour finir ce point multimédia, donc on a vu qu'on avait du texte, des photos, et on a incorporé à la fin ces fameuses vidéos qui ont été réalisées pendant ces 4 années d'interviews de résidents, et qui amènent une touche tout à fait humaine, moi je trouve, à cette visite virtuelle, donc que vous pourrez découvrir pour chaque maison. Et puis tu peux descendre un peu, Laurent? On a un lien à la fin qui renvoie aussi sur le site de la maison pour tous ceux qui veulent en savoir plus. Voilà. Vous pouvez cliquer effectivement, Pascal, sur ce lien et vous retrouvez sur la page de la Maison du Japon au sein du site web de la CITU, effectivement. Je vous propose de rentrer et de découvrir ces fameux trésors de Fujita, c'est ça? Exactement. Ce sont deux grands tableaux, dont l'un est dans le hall. Ouais. Celui-ci s'appelle Les Chevaux. Donc, c'est vrai que c'est assez impressionnant. Fujita les a peints à l'huile sur fond de feuilles d'or, avec une grande maîtrise du mouvement. On est plutôt dans sa période classique. Et il y a une autre de ces œuvres qui est dans le grand salon, qu'on a vu en photo d'archives tout à l'heure et qu'on retrouve ici. Très bel espace. Et à nouveau, l'arrivée des Occidentaux au Japon. Voilà le titre de cette œuvre. Voilà, tout à fait. C'est le premier contact, en fait, des Occidentaux, des Européens, avec l'île de Nagasaki. Ok. Et alors, je crois qu'au-dessus, là, on a aussi un bel ensemble, là. Alors, sur tout le pourtour du salon, on a une frise gravée de Navarre, voilà, qui représente les masques de théâtre, des musiciens, aussi dans le hall, on les retrouve dans le hall. Donc, c'est un magnifique travail de verre gravé. Très bien, effectivement. Alors, je vais vous montrer, Pascal, une petite astuce aussi pour vous promener dans cette visite virtuelle, parce qu'on peut être rapidement perdu du fait du nombre important de photos. Alors, on a vu qu'il y avait une carte quand même qui nous permettait de nous retrouver. Lorsqu'on est dans une maison, et pour être sûr de ne rien rater, on a installé un système séquentiel, c'est-à-dire qu'on va pouvoir, quand on est dans une maison, passer sur l'ensemble des photos qui composent la maison. Donc ici, après avoir été dans l'entrée puis dans le grand salon, on arrive dans la bibliothèque, qui est assez monumentale aussi, très fournie. Voilà, puis qui est resté vraiment dans son jus, avec son mobilier en bois massif. Oui. Et pour cette photo, je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait improvisé, puisqu'on avait presque dû monter sur la table. Enfin, on avait mis le trépied sur la table. Sur la table, tout à fait. Pour prendre le meilleur point de vue. Et alors, on va continuer la visite en mode séquentiel pour arriver dans la chambre d'un résident ou d'une résidente, d'ailleurs, je ne sais pas. Alors, c'est ce que je disais en ouverture, c'est que les résidents ont rangé leur chambre, mais voilà, on retrouve tous leurs effets personnels, leurs objets du quotidien, et
voilà, ça nous laisse on rentre dans leur intimité, en fait. Oui, tout à fait, ouais, c'est vrai. Alors, c'est vrai que les chambres celles-ci étaient particulièrement bien rangées. On a eu d'autres surprises, hein, parfois. Il a fallu attendre un peu quelques À minutes que l'extérieur. on prépare correctement les lieux pour réaliser les meilleures photos. Continuons le mode séquentiel. On va aller maintenant dans le jardin de la Maison du Japon. On a attendu, bien évidemment, que ces magnifiques arbres soient en fleurs pour réaliser cette photo. Voilà, Là, au Japon, avec ces cerisiers en fleurs. Exactement. Voilà, voilà. Je propose qu'on invite, on va se rendre sur le continent européen, à la Fondation hellénique. Et on va inviter Mélina à nous retrouver. Alors, la Fondation hellénique, c'est une maison de 1932. Vous voyez que j'y accède. Alors, on a fait dans ce menu un classement chronologique des maisons, puisqu'il y a eu 3 phases de construction. Une première phase entre 1925 et 1938, une seconde entre 50 et 69, et la dernière plus récente depuis 2013. Donc, la maison de la Fondation hellénique a été créée en 1932. Et puis, c'est Mélina. Si Mélina veut bien nous rejoindre, puisqu'elle a été résidente dans cette maison. Et Mélina, vous allez nous présenter votre maison dans laquelle vous avez vécu. Oui, merci Laurent, merci Pascal. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Mélina Moscou. Je viens de Grèce, de la ville de Thessalonique, et je suis doctorante en littérature comparée à la Sorbonne. J'ai le plaisir de vous présenter la Fondation hellénique de la Cité internationale universitaire de Paris, où j'ai eu le privilège de résider jusqu'à récemment pendant 3 années inoubliables et de faire partie du comité des résidents, contribuant ainsi à l'organisation de la vie sociale, culturelle et pratique de la maison. La première fois que je contemplais la Fondation hellénique, à l'hiver de 2019, en venant à Paris pour un semestre d'études Erasmus, j'ai eu l'impression d'être devant un temple grec. La grandeur architecturale de sa façade, inspirée du classicisme grec et mariée au style art déco, œuvre de l'architecte Nikolaos Zachos, était absolument captivante. Cependant, les ravages du temps étaient évidents dans le bâtiment. C'est pourquoi, à mon retour à Paris, 2 ans plus tard, au lendemain de la rénovation totale de la Fondation hellénique, rendue possible grâce aux efforts de la directrice de la maison, Madame Maria Gravari Barba, j'ai trouvé la Fondation encore plus belle, plus fonctionnelle et plus accueillante que jamais, digne de son prestige des lieux de mémoire et phare de la culture hellénique en France. Alors, entrons dans la Fondation pour le vérifier par vous-même. Traversons à la réception et le beau salon pour arriver à la bibliothèque avec ces 3 fenêtres hautes qui inondent la pièce de lumière naturelle. C'est l'endroit idéal pour les résidents qui souhaitent se réunir depuis tôt le matin jusqu'à tard le soir afin d'étudier, entouré d'une riche collection d'environ 3000 livres rassemblés depuis la fondation de la maison en 1932. On y trouve les grandes œuvres classiques de la littérature grecque moderne et contemporaine, des ouvrages scientifiques et encyclopédiques, ainsi que le fonds de l'architecte Yannis Tsiomis. Sortons de la bibliothèque pour faire une pause et voici dans le superbe salon à colonne ionique qui dévoile un pavage mosaïque, ici, voilà, représentant un phénix. Le salon agrémenté de fresques de Pierre Victor Robiquet, ici, inspiré de scènes de la mythologie grecque, est décoré des tableaux des grands maîtres grecs, comme c'est le cas d'Alekos Phasianos, c'est ce tableau ici, ou le cas de Nikolaos Hadjikyriakos Gikas, tout comme
le tableau de Tétis, que vous pouvez voir à votre droite, de Botsurlu, et d'autres peintres, dont certains ont été anciens résidents de la Fondation. Le salon est vraiment l'espace des références du bâtiment, offert tant pour des réunions quotidiennes et conviviales entre les résidents autour du piano et des canapés, que pour une multitude de manifestations culturelles. Car ce qui donne à la Fondation hellénique son rayonnement, au-delà de son architecture imposante, c'est son importante activité culturelle et son engagement social visant à promouvoir l'esprit grec à Paris tout en défendant les valeurs humanistes de la cité. Ainsi, j'ai pu prendre part au mouvement intellectuel qui se crée à la Fondation hellénique à travers l'organisation des journées scientifiques, des soirées littéraires ici dans le salon, des concerts, des projections de films et de documentaires. Je peux encore assister à des expositions d'art contemporain, participer à des tournois sportifs comme du ping-pong et même aux ateliers culinaires. Tout cela a fait de la Fondation hellénique l'une des maisons les plus hospitalières de la cité, qui encourage le brassage culturel entre étudiants, chercheurs et artistes de nationalités différentes au parcours et au centre d'intérêt multiples, dans un souci de solidarité, de tolérance et de respect mutuel. Je voudrais pour conclure vous remercier chaleureusement, cher Pascal, cher Laurent, cher Özlem, de votre aimable invitation au lancement de ce remarquable projet de visite virtuelle créé à l'occasion du centenaire de la Cité, de cette utopie réalisée en plein cœur de Paris, qui n'a pas cessé depuis un siècle de constituer un laboratoire d'idées et continue d'attirer jeunes étudiants désireux d'élargir les horizons intellectuels au-delà du cadre strict de leurs études et de devenir citoyens du monde. J'espère que grâce à cette visite virtuelle, ainsi qu'aux initiatives qui suivront, la Cité bénéficiera d'une visibilité accrue à l'ère numérique qui est la nôtre, pour qu'elle puisse célébrer bien d'autres anniversaires comme celui-ci. Merci beaucoup de votre attention. Laurent, je vous passe la parole. Merci Mélina, merci beaucoup pour votre témoignage. Merci Mélina. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. On va profiter, donc c'était un très très chouette témoignage de Mélina. On va continuer, Pascal, on va faire un bond dans la cité, puisque je vous propose de partir au pavillon de l'Inde. Qu'est-ce que vous Allons-y. Alors là, Alors, le pavillon de l'Inde. D'abord, lequel? Lequel? Alors ça, on est en face du premier pavillon. Voilà, celui-là qui date de 1960 ou l'autre qui date de 2013. Voilà, c'est celui-là. Alors celui-là est beaucoup plus récent, effectivement. Il fait partie de la 3e phase de construction. Donc, c'est un bâtiment de l'agence Lipski, je vais y arriver, Lipski Relais. Et c'est le bâtiment inaugural qui va inaugurer la 3e phase de construction. D'accord, cette fameuse 3e phase à partir de 2013, quoi. Exactement. Allez, on va rentrer dans ce salon. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire ici, Pascal? C'est un salon entièrement vitré. C'est un tout petit pavillon, c'est presque une annexe du pavillon central, mais il a quand même son propre espace de réunion. Il a les espaces essentiels pour fonctionner en toute autonomie. Il n'est pas directement relié comme véritablement une annexe. Donc, on va pouvoir le voir en allant d'ailleurs dans les cuisines, puisqu'il abrite une cuisine par niveau. Voilà, on est là dans l'espace de cuisine, entièrement vitré également. Exactement, une cuisine par niveau.
Et alors, ces cuisines, elles ont une spécificité, je crois que ce sont les seules à la Cité internationale, c'est d'avoir une œuvre qui a été programmée, prévue dès le projet d'origine. Ce sont des œuvres, ce sont des peintures Warli qui ont été réalisées par le fils et le petit-fils du légendaire peintre de la tribu Warli, Tivia Somamache, voilà, qui représente des légendes. Et donc, chaque cuisine symbolise une légende qui ont été voilà, reportées sur ces murs d'un espace collectif qui n'est pas un espace prestigieux. Et je trouve ça assez extraordinaire de les retrouver là, dans ces espaces de partage. Ouais. Il y a 7 peintures, comme vous dites, Pascal, parce qu'il y a 7 étages à cette maison. Exactement. On n'a pas fait les 7 étages, évidemment. On n'a pas photographié les 7 cuisines. Donc, ça donne envie quand même d'aller voir à quoi pourraient ressembler ces œuvres aux autres étages. Est-ce qu'on peut visiter la Cité U? Comment ça se passe si on veut venir visiter la maison? C'est possible? Ben, il suffit de se connecter sur le site internet et vous avez un onglet « Visiter la cité » qui permet de réserver les visites. Ah, bah ça, c'est génial. Parfait. Donc, on pourra… Je ne sais pas si on peut rentrer dans les chambres comme on le fait là. Oui, oui. On va aller voir une chambre parce qu'on n'a pas vu de chambre contemporaine jusqu'à maintenant. Alors là, on est dans l'espace d'une chambre double. Voilà. Et ces chambres disposent d'un petit balcon orienté. Alors là, je ne sais pas. Voilà, là, on est orienté est. C'est pas la maison du Brésil qu'on voit là-bas? Exactement. Ah, je ne suis pas sûr. En tous les cas, c'est la maison du Brésil. C'est la maison du Brésil. Bon, moi, je vous propose d'y aller parce que la maison du Brésil, elle a une particularité. Enfin, je ne sais pas si c'est une particularité, mais enfin, c'est Le Corbusier et Lúcio Costa qui ont réalisé cette maison. Donc, on va retrouver, pour les férus d'architecture, quand même quelque chose de tout à fait particulier. Maison du Brésil, elle est créée dans la 2e phase. C'est ça. La maison du Brésil date de 1959. Et elle est effectivement, on sent quand même les années de cette période, beaucoup de béton, des couleurs primaires qui ont été utilisées. Et on va retrouver ça à l'intérieur de la maison. Ben, c'est en fait la palette de couleurs du moduleur qu'avait mis au point Le Corbusier. Ok. On la voit de deux côtés, cette maison du Brésil. Et on va pouvoir rentrer dans cette maison, tout de béton. Voilà, un espace assez extraordinaire aussi, où on est entre le plafond en béton brut et le sol en ardoise, avec ces grandes dalles d'ardoise qui se prolongent à l'extérieur, et le mobilier en béton, voilà, conçu par Le Corbusier lui-même, y compris alors, je ne sais pas si on peut zoomer un peu sur les luminaires qui sont en métal. Voilà, oui. On en a un juste en face, là. Ouais. Voilà. Ok. Et puis, ce que je voudrais préciser, c'est que là, on a une œuvre temporaire, justement, qui reprend les couleurs du moduleur. Alors, je ne me souviens plus de son nom. C'est une artiste qui a installé cette œuvre artistique. Mais on peut aller voir peut-être, je crois que sur la table, il y a un point, un œil avec un… Voilà, sur la table. On parle du hall. Et normalement, il y a son nom. Bon, comme on parle de son œuvre, ça aurait été bien de la citer. Ouais. En tout cas, vous pouvez trouver son nom dans l'encadré. On peut aller voir le théâtre aussi. Le théâtre Lúcio Costa, effectivement, et on retrouve voilà, les piliers de béton, c'est tout à fait particulier. Voilà, le béton brut, et puis les chaises de Jean Prouvé en métal et bois. Ça a été restauré, je crois, il n'y a pas si longtemps.
Ah, ça date quand même. Cette maison, elle a été entièrement restaurée en 2000. Oui, c'est ça. Restauration Mais 2000, hein. Oui, oui, tout à fait. voilà, on peut parler d'une vraie restauration parce que tout a été refait à l'identique. Et les espaces qui avaient été un peu dénaturés ont retrouvé vraiment leur conception d'origine. Bien. Pascal, le temps avance. Je pense qu'on on va inviter une deuxième personne à nous rejoindre et on va aller devant sa maison. On va inviter Roupen à nous rejoindre et pendant que Roupen arrive, on va aller devant la maison des étudiants arméniens puisque Roupen est actuellement, je crois, étudiant dans cette maison. Est-ce que Roupen peut nous rejoindre? Oui, il est là. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Bonjour. Merci beaucoup, Laurent. Et bonjour, Pascal. Donc, bonjour, Roupen. Je m'appelle Roupen Kachedorian. Et oui, comme tu as dit, Laurent, actuellement, je suis résident au sein de la Maison des étudiants arméniens. C'est ma 3e année où j'y réside. Tu es dans ta chambre, là, hein, c'est ça, hein? Oui, exactement. Là, je suis dans ma chambre. Et même dans la visite, vous pouvez voir une des chambres. Et la chambre qu'on m'a montrée, c'est la mienne. Ah bah, il faut que tu nous y emmènes, hein. Allez. Donc, on va faire ça déjà. Alors, donc, là, vous pouvez voir, n'est-ce pas, l'écran et tout? Tout à fait. Très bien. Donc là, comme vous pouvez voir, ici, on a la maison des étudiants arméniens. Donc, sa construction avait commencé dans les années 1925-26 et a été inaugurée en 1930. Donc là, cette année, ce sera sa 95e année. Et moi, quand je suis arrivé la première fois à la CTU, je ne connaissais pas vraiment c'était où la maison des étudiants arméniens. J'avais juste l'adresse. Mais direct, quand j'ai vu ce bâtiment, j'avais compris que c'était la maison des Arméniens, on va dire. On peut le savoir notamment par rapport à ces bas-reliefs ou les motifs. Donc, on va faire un petit zoom ici, qui fait beaucoup de références à tout ce qui est la religion arménienne, le christianisme et tous les motifs chrétiens, la faune et la flore biblique qui existaient devant. Donc, on va essayer de zoomer un peu même. Donc, comme vous pouvez voir, on a des médaillons, on a des cadrans solaires. Donc, c'est très, on va dire, très motif arménien. Sinon, on va visiter aussi le salon. Donc là, le salon, comme vous pouvez voir, c'est un grand espace où nous, les étudiants, on peut se réunir pour faire plusieurs événements au sein de cette salle. On fait par exemple des ciné-débats, on fait des séminaires où les étudiants sont là en train de présenter leurs travaux de recherche, ou même parfois, ça c'est surtout un truc que j'aime beaucoup, c'est pendant les examens, ou pendant les périodes de révision, où on a nos artistes qui, du coup, utilisent les pianos que vous pouvez voir juste ici. Ce piano-là, ça a été fait grâce à l'ancienne directrice, Madame Leluhan, qui l'avait ramené. Ici, on a le deuxième piano ici, qui, je pense, a été donné par les mécènes et la CTU, étant donné que, comme on le connaît, la CTU essaie de promouvoir la culture et essaie de toujours donner un espace pour les artistes de pouvoir s'exprimer. Donc, dans ce salon-là, nous avons par exemple là le portrait de Noubar Pacha. Noubar Pacha qui était le fondateur et qui était, on va dire, le génie derrière l'idée de créer une maison des étudiants arméniens. Il faut dans tous les cas rappeler aussi son architecte, donc, qui était Léon Affilian. Et les deux ont essayé de créer, on va dire, cette maison pour pouvoir permettre l'intellectualisme arménien d'avancer. Donc, à part le salon, on peut faire aussi… Il y a le portrait de son épouse, je crois, de l'autre côté, oui, non? Qui est juste en face. Quand même. Donc, on avait… Et là, on a le portrait de son épouse, Madame Maria Noubar, qui était la femme du fondateur de Boros Noubar, et qui, elle aussi, était philanthrope et avait permis de créer la fondation Marie Noubar, qui est une association d'aide pour des étudiants arméniens. Donc là, on va rentrer aux bibliothèques. Donc, même si là, ça se paraît calme, la plupart du temps, c'est toujours rempli. On a toujours des étudiants ici qui bossent. Et ce qui est bien, c'est qu'ici, c'est ouvert toute la journée comme toute la nuit. Donc, les étudiants, on peut retrouver
ici des étudiants à 3 heures du matin comme à midi ou 13 heures. Un point que j'aime bien surtout dans ces bibliothèques, c'est les fresques que vous pouvez voir au-dessus, juste là, donc qui ont été faites par l'artiste Shishmanian. Et encore une fois, c'est très inspiré de, si je ne dis pas de bêtises, des manuscrits médiévaux arméniens. Encore une fois, on voit la faune et la flore qu'on peut retrouver dans ces manuscrits, comme les couleurs et les motifs. Et ce fresque-là, ça fait tout le tour, justement, de la bibliothèque. Et comme je pense Méliné avait dit pour sa bibliothèque au sein de la maison hellénique, nous aussi, c'est ici à la maison des étudiants arméniens, on a des archives. Je pense qu'on a plus de 200 livres depuis le début de la création de la maison jusqu'à aujourd'hui avec des archives. Et quoi d'autre? Donc je pense pour la bibliothèque, je peux dire que ça, pour le moment. C'est un espace où tu vas souvent, en fait? Ça dépend. Ça dépend. Dans les périodes de grand stress, oui. Je préfère travailler ici parce que ça m'apaise et je vois d'autres personnes aussi. Donc, ce qui fait que je ne me sens pas seul dans ma chambre en train de réviser. Mais, et sinon, il y a des moments juste je me pose pour lire un bouquin ici. Parce que parfois, même la lumière, quand ça rentre, c'est hyper beau, surtout avec les fresques au-dessus. Et c'est un endroit assez accueillant. Parlons de ta chambre, allons la voir. Avant d'aller dans ma chambre, je m'excuse pour les spectateurs qui vont voir l'état de ma chambre. Je n'avais pas eu vraiment beaucoup de temps de ranger quand on avait pris en photo. Donc, comme vous pouvez voir, c'est une chambre standard qui a été rénovée récemment. Toutes les chambres de la maison sont maintenant comme ça. Pas si désordonnées, mais dans le sens où ils sont tous rénovés. Donc, comme vous pouvez voir ici, j'ai mes posters, j'ai mes messages politiques d'affiches, mais ça, c'est autre chose. Tu n'es pas étudiant en art, hein? Alors, la plupart des gens qui voient ma chambre pensent que oui, mais en réalité, c'est plus là mon domaine d'études. Donc, c'est juridique. Je suis étudiant en droit. Ok. Et en fait, ma chambre, elle est confortable. J'aime bien surtout me poser, bosser. En même temps, je veux encore une fois m'excuser par rapport au désordre, mais c'est juste quand même pour un petit rappel que moi, c'est ma 6e année à Paris. Et c'est ma 3e année au sein de la CTU. Donc, j'ai 6 ans de ma vie d'études qui ont été, on va dire, cantonnés et stockés en une chambre. Ce qui est très confortable, je ne dis pas le contraire. Mais je n'ai pas assez de place pour tout bien ranger. Mais quand même, ce que j'aime bien aussi, c'est justement là où parfois je peux me poser tranquille avec ma chaise devant la fenêtre. Et parce qu'ici, ça donne la vue sur la maison des provinces de France. Donc, c'est assez. Il y a assez de lumière qui rentre et tout. Ça me permet quand même, on va dire, de souffler. Parce que parfois, oui, avec ces études de droit, je peux avoir le stress qui monte. Ça se comprend. Mais sinon, à part ça, qu'est-ce que je peux dire d'autre de ma chambre? Alors que c'est juste une chambre dans laquelle ça vit beaucoup. Et peut-être aussi dire qu'il y a des salles de bain et toilettes. Pourquoi je le dis? Parce qu'avec les rénovations, maintenant, toutes les chambres de cette maison ont des salles de bain, ont des douches et des toilettes individuelles. Et sinon, je pense, par rapport à ma visite, je peux dire que ça, pour le moment. Et pour conclure, je voulais juste remercier toute l'équipe, que ce soit Madame Ouzlem, que ce soit Pascal, que ce soit vous aussi, Laurent, d'avoir accepté à ce que je puisse faire du coup ce témoignage-là. Et sinon, je voulais aussi remercier Virgile par rapport à tout ce qui a été technique, son et tout. Je voulais quand même le remercier, même si on ne le voit pas là maintenant, mais il est là avec nous. Donc, merci vraiment beaucoup de m'avoir accordé cette chance de pouvoir au moins montrer une part de la maison. Même si je ne dis pas de bêtises, il y aura aussi le hall et l'espace cafétéria, si je ne dis pas de bêtises, qui vont être rajoutés au fur et à mesure, mais qui ne sont pas accessibles pour le moment. Tout à fait. La maison était en travaux quand on a fait les shootings. Et c'est une des particularités et une des difficultés qu'on a rencontrées au cours de ces 4 années, c'est que les maisons étaient parfois en travaux, parfois inaccessibles. Et ça a été le cas, effectivement, pour la maison des étudiants arméniens. Et effectivement, alors c'était le propre des visites virtuelles, c'est qu'elles sont évolutives et qu'on peut venir rajouter des photos
ultérieurement, c'est-à-dire que elle va continuer de vivre, de s'enrichir de nouvelles photos et dont effectivement le hall qui n'était pas malheureusement pas photographiable jusqu'à présent, mais qui va l'être bientôt, je crois. Merci Roupen. Et je voulais ajouter qu'on pouvait te retrouver sur la vidéo de ta maison, Oui. puisque c'est toi qui apporte ton témoignage, que ta chambre n'est pas si mal rangée que ça. On a vu pire avec Laurent. Et je te remercie beaucoup. Et puis à ce stade aussi, dire qu'il nous reste Monaco aussi, Laurent. Et voilà, Monaco n'a pas encore été photographiée parce qu'elle était en chantier. Un très gros chantier, donc elle va l'être très prochainement. Voilà. Bonne continuation à toi, Roupen, et merci encore. Merci à vous. Passez une bonne journée. Je revoir. vous suis encore. Je ne vais pas partir direct. Merci. Laurent, le temps avance. Oui. Je pense qu'on va conclure peut-être et répondre aux questions du chat. Ouais. Alors, je voudrais faire un dernier. Oui. Pascal, j'aimerais qu'on fasse un dernier petit tour un peu particulier. Oui, exactement. C'est quand même quelque chose au cours des 4 années qu'on devait faire la première année, rappelez-vous. C'était des prises de vue aériennes de la CITU. Et alors, on a eu un peu de temps, un peu de déboire pour avoir les autorisations nécessaires à faire décoller le drone. Mais vous voyez que dans les photos disséminées un peu partout, on a cette petite soucoupe volante qui vient nous emmener et nous offrir des vues tout à fait remarquables, des bâtiments vus de haut. Alors, on a des prises de vue qui ont été réalisées à 50 mètres de hauteur. Je crois que c'en est une, celle-ci. Et puis, on a des prises de vue qui sont un peu plus basses, à 30 mètres. Mais on voit de cette manière-là Paris déjà. Alors là, on est plein sud, donc si on veut voir Paris, il faut se tourner par ici. Laurent, peut-on faire le tour là? Je pense qu'on peut aller même sur le rooftop de la maison de la Chine. Ouais. Est-ce que on peut peut-être, Pascal, profiter juste d'être là? Parce que moi, j'ai cette maison que j'aime beaucoup, le pavillon Habib Bourguiba. Alors, pourquoi je l'aime bien? C'est qu'en fait, quand on est devant, on a… Alors, et on y passe très souvent, en fait, quand on est sur le périph' sud à Paris, on voit en fait l'enfilade des maisons. Et celle-ci, alors, elle est tout à fait remarquable parce qu'évidemment, elle est composée de calligraphie. Hein, c'est ça le… Alors, vous savez combien il y a de lettres sur cette maison? 1892 au total. Bravo, félicitations. Évidemment, je viens de lire l'information. 1892 lettres au total. Un lettrage qui a été dessiné par l'artiste Chouf. Tout à fait. Mais je trouve que cette maison, elle est vraiment… elle a une architecture et un design très particulier. Il y a eu un endroit aussi que j'ai beaucoup aimé ici, je vais vous y emmener. C'est l'Atrium. Voilà. Ici, on a un puits de lumière assez extraordinaire. Et alors, dans les photos 360, on peut arriver à avoir des vues totalement, alors pas déformées, mais des vues voilà, un petit peu particulières. Magique. Si on regarde en l'air comme ça, on a vraiment cette vue tout à fait exceptionnelle. Alors, oui, repartons en arrière. Alors, je vous montre, Pascal, vous voyez en bas à droite de l'écran, vous avez une petite flèche pour revenir en arrière. Donc, on retourne d'un pas en arrière, on retrouve l'entrée, on retrouve la façade de la maison du pavillon Bourguiba et on va retourner sur la sphère aérienne pour effectivement atterrir sur le rooftop de la maison de la Chine. Donc la maison de la Chine, c'est une maison pareil qui était en chantier au début de notre travail, il y a 4 ans. On a même dû refaire, vous vous souvenez, Pascal, les photos qui entouraient un petit peu ces espaces, puisque la maison il y avait, je crois, pas grand-chose, où c'était vraiment le début des travaux. Donc, on a refait toute une série de photos dans cette zone-là. Et alors, on a eu la chance de pouvoir la photographier, et notamment ce rooftop. Alors, je ne sais pas si on a le temps, c'est vrai qu'il est 50. Non, on n'a pas trop le temps, on va conclure. Donc on va de terminer. Refaire la visite de la maison de la Chine par eux-mêmes. Oui. Mais oui, c'est quelque chose qui va bientôt ouvrir, je crois, aux étudiants. Oui. On espère.
Et voilà, on a une vue sur la tour Eiffel, sur la tour Montparnasse que vous voyez au fond à gauche. On peut zoomer même. Oh oui. Si on zoome un petit peu, voilà, on les voit bien. Et sur le... Alors, on voit aussi la maison d'asile, collège néerlandais. Voilà. Ok, je crois qu'on a des questions, hein, parce que c'est vrai que alors, maintenant... Laurent, je voudrais conclure avant de prendre les questions. Je vous en prie. En disant que la visite virtuelle permet de faire vivre ce patrimoine matériel et immatériel et que ça dépasse un peu les murs de la Cité internationale. Elle prolonge à sa manière ce beau projet humaniste qui est de rassembler, d'ouvrir et de transmettre, donc même à distance. Et donc la vocation de cette visite, c'est bien évidemment de faire connaître la Cité internationale dans toutes ses dimensions, d'amener de nouveaux visiteurs à découvrir la richesse et la complexité de ce lieu unique et de susciter leur curiosité en espérant qu'un jour ils aient envie d'en franchir les portes. Et donc, je voudrais tous vous remercier, toutes et tous, de nous avoir suivis. Et voilà, nous allons maintenant répondre à vos questions. Oui. Alors, juste avant ça, Pascal, parce que j'aimerais aussi, moi, remercier quand même la Fondation nationale Cité internationale universitaire de Paris pour nous avoir confié ce beau projet. Le service, votre service, Pascal, le service de la valorisation du patrimoine. Vous, Pascal, Simona et Adrien, qui ont fait un travail formidable d'accompagnement, tant au niveau des archives que de la mise en place des interviews résidents. On a eu aussi beaucoup de soutien de la part de différents services, le service de la communication, le juridique, l'informatique et la sécurité. Et puis, bien évidemment, je voudrais remercier tous les directeurs des maisons, ainsi que toutes leurs équipes et tous les résidents, hein, sans lesquels cette visite n'aurait jamais pu voir le jour, je pense, puisqu'ils nous ont facilité l'accès grandement à leur maison. Et bravo également au studio Gorille, hein, qui nous a accompagnés et qui a réalisé les vidéos des résidents. Passons aux questions. Voilà, alors je crois que Özlem va nous faire un petit récapitulatif des questions sur le chat, parce qu'il y en a eu énormément qu'on était focalisés sur notre présentation et qu'elle est en train de le faire. Donc, je suis en train de regarder là ce qui arrive. Alors, comment gérez-vous les droits des œuvres dans le cadre de cette visite? Alors, ça, c'est un travail qui nous a pris beaucoup de temps, qui est invisible. Merci de cette question. Et donc, pour chaque photo, nous avons dû demander des droits aux artistes. Nous avons fait une recherche, effectivement, sur la question du droit. Quand il y avait des institutions, il y avait pour la Fondation Le Corbusier, pour la DHGP, etc. Donc, ça a été un gros travail, puisque toute œuvre a été soumise à une autorisation d'affichage dans la visite virtuelle. Voilà. Et pour certaines dont nous n'avons pas eu les droits, il a fallu flouter certaines parties. Voilà, Oui, notamment pour les expositions temporaires. Nous n'avons parfois pas réussi à avoir, c'était pas une question de droit, mais pas réussi à entrer en contact avec les artistes. Et sans réponse, on a été contraint de flouter effectivement les images. Alors moi, je vois pas très bien les questions. Ouais, je les ai sous les yeux, Pascal, ne vous inquiétez pas. On cherche des témoignages de résidents de la Fondation Deutsch de la Meurthe dans le cadre d'un ouvrage sur Lucien Berchmann, Bâtir un idéal. Alors, c'est Lucien Berchmann. Effectivement, je vois qu'on a des messages par rapport à la Fondation Deutsch. Alors, on n'a pas eu le temps de voir toutes les maisons. C'est vrai qu'on n'est pas allé à la Fondation Deutsch. Et dans le cadre des 100 ans, c'est vraiment elle qui est à l'origine, 1925. Donc, c'est la première. Et donc, c'est le centenaire. Ce serait
c'est un hommage aussi aux 100 ans de la Fondation Dutch de la Mort. Donc, s'il y a des résidents qui sont présents et en ligne, voilà, ils peuvent se manifester puisqu'il y a un appel à témoignage directement en ligne. Ouais, je crois que c'est un message de Dan Ferrand-Bechman qui Voilà, cherche des témoignages. Voilà, de la petite fille de l'architecte. Tout à fait. Donc, voilà, il y a tout ce qu'il faut en ligne, visiblement. Luc Janin-Naltet qui nous demande à quand une visite en réel. Donc, il me semble qu'en allant sur le site de la Cité internationale, la citéup.fr, vous avez tout ce qu'il faut pour vous inscrire à des visites, effectivement, commentées en réel. C'est bien ça, Pascal, hein? Oui, oui, tout à fait. Vous pouvez vous inscrire aux visites du dimanche pour les individuels et puis pour les groupes, c'est sur réservation, c'est tous les jours de la semaine. Voilà, je vois un témoignage. Jean-Claude Martin, j'étais au collège franco-britannique de 1987 à 1989. Souvenir extraordinaire des nombreux échanges culturels. Quelle belle idée et projet cette SUP créée il y a 100 ans. Je m'excuse, je déplace mon curseur. Je retourne régulièrement promener. Je suis allée à la journée des alumni il y a 2 ans. Merci pour cette visite virtuelle. Il y a beaucoup de choses que je n'avais jamais vues. Œuvres d'art, chambres dans certaines maisons, jardins de certaines maisons. Effectivement, les chambres, vous ne les verrez que très rarement, voire jamais pour certaines d'entre elles, puisque si on les ouvre à titre exceptionnel, elles sont habitées, c'est bien normal. C'est uniquement pendant les journées du patrimoine et c'est voilà, 1, 2, voire 3 chambres. Donc la visite virtuelle offre la possibilité de les voir, mais vraiment de manière très exceptionnelle. Laurent, oui, on a Jacques Assada qui nous demande s'il ne serait pas possible d'avoir une vision d'ensemble du parc, des différents pavillons, de l'extérieur, des vues aériennes. Alors Jacques, on y était, on a fini par là, donc j'espère que vous saurez retrouver ces petites icônes de soucoupe volante qui vous entraînent au-dessus de la Cité U. Et effectivement, vous aurez là tout un tas de vues tout à fait surprenantes, hein, des différents bâtiments. Une vision à 30 mètres ici. On était redescendu un petit peu sur celle-ci. Alors, je continue. Combien de photos avez-vous dû prendre pour réaliser cette visite virtuelle, nous demande Sylvia. Alors, ça a été un grand travail, puisque donc pour une sphère 360, il y a 24 photos. Vous avez 330 photos, 360. Donc, on est avec tout ce qu'on a pu prendre en plus et qui ne compose pas la visite. On a bien sûr réalisé d'autres sphères, mais qu'on n'a pas inclus à la visite. Je pense qu'on n'est pas loin de 10 000 photos sur cette visite virtuelle. C'est considérable parce qu'en général, une visite virtuelle, alors on travaille par exemple à la Monnaie de Paris sur des expositions temporaires. En général, on a une dizaine, une quinzaine, une vingtaine, grand maximum de photos pour permettre de couvrir cette exposition. Donc là, quand vous êtes à 300 photos, oui, vous êtes environ à 10 000 photos. Et donc, il y a vraiment des problématiques. On a appris beaucoup de choses de ce chantier et ça nous a appris notamment à gérer numériquement et à avoir un regard sur le numérique responsable et de savoir où est-ce qu'on fait nos sauvegardes et de quelle manière on les fait. Ça a été un vrai travail très, très bien. Alors, Laurent, il y a un petit témoignage de Raina Piskova. Je me suis réveillée à 4 heures du matin et ceci en valait la peine. Le jour se lève en Floride. Ah, merci beaucoup, Raina. Qui voudrait envoyer sa fille pour ses études à Paris, d'ailleurs. Hein. Oui. Il faut qu'elle se rapproche de la CTU si elle remplit. Après, je ne connais pas bien les conditions pour venir, mais... Alors, je continue à dérouler, mais il y a énormément de messages. Je ne sais pas combien, mais… Je vous laisse lire les témoignages de sympathie. Je crois qu'il y en a eu effectivement pas mal, Pascal, et citer les personnes peut-être. Oui, alors… Il y a Brigitte Allegro-Daniel qui nous dit « J'ai été résidente à cette fondation Dutch de… 74 à 76, je partageais ma chambre la première année avec une Polonaise. Voilà.
Alors, on nous demande en anglais, how do we get these high quality photos? Donc, très bonne question. Alors, on n'en a pas parlé. Ouais. Vous pouvez en dire 2 mots sur le matériel et le zoom, parce que à ce stade, je voudrais dire qu'on vous a aussi choisi. Le choix s'est fait avec vraiment de manière très transparente, puisqu'on avait lancé un appel à projet et qu'on avait un cahier des charges très précis. Et dans notre cahier des charges, il y avait la qualité photographique, puisque j'avais fait un benchmark et j'avais vu que sur plusieurs sites de visite virtuelle, lorsqu'on voulait zoomer sur une œuvre d'art, on nous affichait la photo de l'œuvre. Tout simplement parce que le zoom ne permettait pas d'aller voir les détails de l'œuvre artistique. Et vous, votre travail, votre matériel permet de zoomer vraiment de manière très détaillée. Voilà, on peut le voir là. Alors, c'est vrai qu'on utilise aujourd'hui en photo 360, il y a différents appareils automatiques qui vont permettre de faire des photos sphères assez rapidement finalement, mais la qualité est bien évidemment souvent inférieure que lorsqu'on utilise un appareil réflexe classique. Et donc, c'est l'assemblage de 24 clichés. Alors, on a 8 positions, mais on prend 24 clichés pour restituer effectivement des qualités d'image qui sont tout à fait correctes, on va dire. On travaille de cette manière beaucoup avec les musées, donc c'est un peu une exigence au niveau des musées. Je vous invite, si vous avez l'occasion, à aller voir sur le site de la Monnaie de Paris. Il y a 2-3 expositions qu'on a faites avec eux et on a effectivement la possibilité de zoomer comme ça sur des parties de l'image et de pouvoir jusqu'à presque lire les cartels dans les musées ou les prospectus qu'on a là. Ouais. Alors Laurent, je voulais juste simplement, je suis en train de regarder, on a des messages d'Athènes, de Provence, voilà, de Madrid. Donc c'est on a Réna qui nous demande si ces photos sont prises en été. Alors ça a été effectivement un des sujets. Alors les photos ont été prises à partir du printemps, on va dire, mais souvent à partir du mois d'avril, mai, plutôt mai même d'ailleurs, mai, juin, juillet. Ça a été les périodes pendant lesquelles il y a du soleil, tout simplement, et où on arrive à avoir une belle végétation luxuriante. Et donc ces photos sont plutôt prises à la fin du printemps, voire au début de l'été. Voilà. Alors, je continue. On a un message du Maroc, du Cambodge. Voilà. C'est formidable parce qu'on voit que cette visite virtuelle, elle va rayonner à travers les pays et pas seulement en France. Donc, j'en suis vraiment ravie. Est-ce qu'on peut rappeler avec quelle personne se mettre en relation pour un témoignage, Pascal ? Vous pouvez tout simplement laisser des messages sur le site internet. Vous avez des fiches contacts. Voilà, donc n'hésitez pas à le faire. Peut-être une dernière question très générale. Qui décide et quel est le processus pour créer une maison d'un pays qui n'est pas encore présent ? Alors, on a peut-être là un représentant d'un pays qui aimerait voir une maison. Il suffit de se mettre en contact avec le secrétariat de la délégation générale, voilà, et s'il y a un représentant de pays qui a des velléités, voilà, on peut soumettre sa demande. Mais sinon, en général, ça se fait entre ça peut passer par une ambassade, ça peut passer directement depuis un pays, un ministère, voilà. Et Dan, peut-être, on va conclure avec ça, un bel exemple d'échange de relations internationales sympathiques dans ce monde fracturé. Et c'est vrai qu'à la Cité internationale, moi, j'ai rencontré vraiment une multitude d'étudiants, de nationalités, de personnes vraiment de divers horizons. Et on se rend compte que finalement, tout le monde cohabite dans une osmose assez exceptionnelle. Et d'ailleurs, je vous invite à
bien regarder les vidéos des étudiants qui à chaque fois retranscrivent cette atmosphère toute particulière, je crois, qu'on trouve à la CTU. Exactement, Laurent. Alors donc cette visite, elle est d'ores et déjà accessible en ligne à une adresse qui est visite360.ciup.fr. Je pense qu'on Alors visite au singulier, voilà, ouais. 360 en chiffres, .ciup.fr. Tout à fait. Et elle est accessible en anglais. Dès l'entrée de la visite, vous pouvez simplement voilà, basculer sur l'anglais. Tout à fait. Et c'est accessible évidemment par le menu à n'importe quel moment via le petit drapeau anglais ici. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. On n'a plus tellement d'autres questions. Est-ce qu'on a d'autres questions, Pascal? On en a oublié probablement, mais c'est compliqué. Il y a énormément de messages. Je ne pensais pas qu'on en aurait autant. Des remerciements, beaucoup. Ouais. Et voilà, merci à vous tous de nous avoir suivis. Et j'espère que cette visite sera une belle découverte pour vous, pour voir vraiment aller explorer les lieux, les espaces intérieurs et pouvoir vous repérer surtout parce que c'est grand, 34 hectares. Voilà, on a été ravis de vous la présenter avec Laurent et merci beaucoup encore une fois. Au revoir. À très bientôt. Bonne journée à tous. Au revoir.